Bon, je vais te montrer un exercice d'entraînement sur l'oxydoréduction. Alors, c'est un exercice intéressant parce que dedans, tu fais aussi des calculs de quantité de matière, tu dresses des tableaux d'avancement. Voilà, tu raisonnes un petit peu sur toute la globalité, réaction d'oxydoréduction, plus tableau d'avancement, calcul de quantité de matière, etc. Donc, l'exercice, c'est celui-là. Alors, je te conseille de mettre pause. Tu lis une première fois l'énoncé tout seul et puis après, comme ça, tu sais globalement de quoi on va parler sur cet exercice. Alors, on fait quand même une lecture ensemble. Donc, quel métal libère le plus de gaz? Et l'exo s'appelle comme ça. Dans 2 béchers, on verse 50 ml d'acide chlorhydrique de concentration en quantité de matière. C égale 2 mols par litre. Tiens, on va faire une petite représentation en même temps. Donc, on a 2 béchers. Je vais l'appeler bécher 1, celui-là. Et puis là, je vais l'appeler bécher 2, B2. Et dans ces 2 béchers, tu mets un volume d'acide chlorhydrique de 50 ml. Je vais l'appeler V1. V1 égale 50 ml. Et la concentration, il la note C, c'est 2 mols par litre. Concentration molaire, ok? Et puis là, pareil, sauf que là, je vais l'appeler V2, donc 50 ml. Mais la concentration, c'est 2 mols par litre. Donc là-dedans, je te redis, j'ai de l'acide chlorhydrique, H+, plus Cl-. Ok? H+, plus Cl-. Voilà, ça, c'est ce qu'on te raconte sur le début de l'exercice. Dans le premier bécher, on ajoute 14 grammes, là on parle en grammes, d'accord, donc c'est une masse, on ajoute 14 grammes de poudre de fer, Fe. Et puis dans le second bécher, on ajoute 8,1 grammes d'aluminium, Al. Donc là, je vais rajouter du fer, Fe, d'accord, entre parenthèses, je mets M égale 14 grammes. Et puis MFE même, tu peux mettre si tu veux préciser. Et puis dans l'autre bécher, je vais rajouter de l'aluminium Al, donc solide, hein, bien sûr, même le fer il est solide, je peux préciser. Voilà. Donc de l'aluminium, tu en rajoutes une masse M aluminium égale à 8,1 g. Donc on te donne la masse. Sache dans un exercice que si je te donne une masse d'un réactif, c'est comme te donner sa quantité de matière, puisque tu connais la formule. Petit aparté, quantité de matière égale masse sur masse molaire. Donc si je te donne la masse, puisque tu connais les masses molaires, c'est donné dans les exercices et de toute façon c'est dans le tableau périodique, masse et masse molaire te donnent accès à quantité de matière. Donc ça, c'est un des réflexes qu'il faut que tu aies. Si je te parle d'une masse, toi directement dans ta tête, il faut que tu comprennes que tu connais la masse, la quantité de matière. Ok? Alors, tu vois d'ailleurs ici on te donne les masses molaires atomiques du fer et de l'aluminium. On te donne aussi les couples oxydant-réducteurs qui vont intervenir dans cet exercice. On va les renoter ensemble. Donc Fe2+, Fe. Alors je ne vais pas m'emmerder à marquer, m'embêter, pardon, aqueux, solide. Je vais le faire une fois, après je ne le fais plus parce que voilà, l'intérêt c'est d'aller à l'essentiel. Toi il faut que tu le fasses en contrôle, malheureusement on insiste pour que tu fasses ça. Après bon, la rigueur c'est important aussi. Mais voilà, en entraînement en tout cas, sache que moi je te conseille d'aller droit au but. Pas la peine de s'encombrer avec le détail. Après dans ta tête quand tu le marques, dis-toi que ça c'est aqueux, dis-toi que ça c'est solide quoi. Pose-toi la question. Donc F2+, Fe2+, Fe, L3+, Al et H+, H2. Donc normalement, c'est des couples, au bout d'un moment, tu finis par les connaître parce que dans les exercices, ça tourne beaucoup autour de ça. Et le seul truc sur lequel comment dire, je demande ton attention, c'est que H2 est un gaz. Donc quand je te dis tu commences à les connaître, tu commences aussi, ça je vais le préciser, tu commences aussi à détecter que tu as pas mal de réactions qui, comment dire, qui produisent des gaz. Et du coup, on s'intéresse aux gaz libérés. C'est pour ça que dans l'exercice, l'exercice s'appelle quel métal libère le plus de gaz. Donc à un moment donné, on va te demander de t'intéresser au gaz libéré, ce sera le dihydrogène H2. Alors question 1, déterminer les demi-équations électroniques d'oxydoréduction ainsi que les équations qui modélisent les transformations entre l'acide chlorhydrique et chacun des métaux. Donc on va raisonner, je te propose de raisonner bécher par bécher. Alors bécher 1. Dans le bécher 1, souviens-toi, je t'ai dit qu'on mettait du fer. Donc on va avoir Fe et on va avoir H+, qui réagissent. Donc ils réagissent. Fe est un réducteur. En tant que réducteur, il forme son oxydant et il libère un certain nombre d'électrons. Donc ici, j'ai mis 2 électrons parce que tu sais qu'il faut que les charges soient équilibrées. 2 charges positives, donc il me faut 2 charges négatives, sachant que chaque électron transporte une charge négative. Donc Fe forme Fe2+, plus 2 électrons. Et d'un autre côté, dans le bécher, j'ai H+, qui lui va capter
des électrons pour former H2. Donc H+, en tant qu'oxydant, il capte des électrons, il forme son réducteur. Est-ce que ma réaction, ma demi-équation est équilibrée? Non, parce que là, tu as un hydrogène, là, tu en as deux. Donc, il faut équilibrer les hydrogènes. 2H+. Ensuite, est-ce que les charges sont équilibrées? Non, parce que tu as deux charges positives. Et puis là, tu as un seul électron, donc une charge négative. Donc, il faut équilibrer les charges négatives. Donc, 2 moins, 2 plus, ça me fait neutre. Donc, maintenant, regarde ce qu'on met en évidence. Là, tu as deux électrons qui sont libérés et qui vont être captés tout de suite derrière. Donc là, en fait, tu as le fameux échange électronique, échange d'électrons, qui caractérise donc la réaction d'oxydoréduction. C'est une réaction d'échange d'électrons. Donc maintenant que j'ai les deux demi-équations, tu viens de les voir être écrites sous tes yeux, je vais pouvoir faire la synthèse de ces deux demi-équations et dire que finalement, le fer réagit avec H+, pour former Fe2+, et H2. Donc on va écrire ça comme ça, Fe. Alors au niveau de l'équation bilan, par contre là je mets toujours les états de la matière. Disons que je le mets une fois, mais je le mets au bon endroit, tu vois. Je suis pas rigoureux pour ce qu'il y avait au-dessus, et puis après au moment de l'équation bilan, là je fais les choses bien. Alors, voilà ce que tu obtiens comme équation bilan. On va l'encadrer en rouge si tu veux. Donc ça c'est la réaction qui intervient à l'intérieur du bécher 1 entre le fer et les ions H+. Ok? On va faire pareil dans le bécher 2 si tu veux. Alors bécher 2, je vais juste un tout petit peu plus vite pour le bécher 2 parce que on a déjà noté ce qu'il fallait comme détail pour le bécher 1. Donc là c'est de l'aluminium qui forme son oxydant, c'est Al3+, du coup plus 3 électrons. Et puis tu as toujours H+, 2H+, plus 2 électrons qui donne H2. Alors là par contre il y a un problème parce que le nombre d'électrons libérés dans la demi-équation numéro 1, c'est pas égal au nombre d'électrons qui est capté dans la demi-équation numéro 2. Donc là, il faut que tu ailles équilibrer les nombres d'électrons. Et pour ça, tu multiplies toute la première ligne par 2, tous les coefficients de la première ligne par 2 et tous les coefs de la deuxième ligne par 3. Du coup, il va se passer quoi? Regarde, je vais le mettre en vert. Ça me fait 2Al, 2Al3+, et puis là, ça fait 6 du coup. 6 électrons. T'es OK? Là, ça me fait plus 2, ça me fait 6. Là, ça me fait plus 2, ça me fait 6. Et puis là, je vais avoir 3. Donc tu as des nouveaux coefficients. Tu as compris le truc? Est-ce que c'est équilibré? Alors on va regarder si c'est équilibré. Regardons ça. 2 aluminium, 2 aluminium. 2 fois 3 plus, et là j'ai 6 moins, donc c'est bon. Équilibré au niveau des atomes, équilibré au niveau des charges. Après pour la deuxième ligne, tu as 6H, et là tu as 3 fois 2H, donc 6H, c'est bon. Et puis tu as 6 charges positives, et là tu as 6 charges négatives, donc 6, 6, c'est bon, c'est neutre. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire à écrire l'équation bilan. Tiens, je vais l'écrire en rouge. Qui te dit que tu as 2 Al qui réagit avec 6 H+, pour former 2 Al3+, plus 3 H2, gazeux. D'accord? Voilà, donc ça c'est ton équation bilan. Et donc, juste, remarque la chose suivante. En allant multiplier nos coefficients par 2, par 3, on a bien 6 électrons libérés dans la première demi-équation et 6 électrons qui sont captés dans la deuxième. Donc là, tu as bien ton échange d'électrons là qui a bien lieu. 6 électrons libérés, 6 électrons captés. Ok? Donc voilà, pour la première question, il demandait les demi-équations. Ouais, c'est bon, on a fait la première question. Question numéro 2, en s'aidant d'un tableau d'avancement, déterminer l'état final du système pour chaque transformation. Alors je vais le faire pour une, je le ferai peut-être pas pour les deux. Je vais te montrer ce qu'il faut faire en fait dans un bécher parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps et je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. Et puis après, sache qu'il faudra faire la même chose pour la deuxième. Alors je vais travailler pour dans le bécher numéro 1. D'accord? Donc je remets bécher 1. L'équation, c'était quoi l'équation? C'était Fe plus 2H+, donne Fe2+, plus H2. Donc Fe plus 2H+, donne Fe2+, plus H2. Alors, petit tableau d'avancement dans lequel on va caractériser les états du système en termes de quantité de matière. Donc je fais une colonne pour chaque élément, chaque réactif, chaque produit. Donc grosso modo ça donne ça. Et je fais que deux lignes moi personnellement, je ne mets pas l'état intermédiaire. Alors après je sais que tous les profs ont leurs particularités. Moi je mets état initial, état final. Point. L'état intermédiaire ne me sert pas à grand chose. Donc Fe
plus 2H plus donne Fe2 plus H2. Ok. Alors les quantités de matière, là déjà c'est des produits, il n'y en a pas au départ. Ensuite, la quantité de matière de fer, ce sera N0Fe. Et puis la quantité de matière initiale de H+, ce sera N0H+. Et dans l'état final, je vais faire réagir X mol de Fe avec 2X mol de H+. Tu vois, il faut bien faire gaffe au coefficient stoichiométrique. Parce que là, en fait, cette réaction, quand tu la lis, elle veut dire que 1 mol de Fe réagit avec 2 mol de H+. Mais si tu ne sais pas combien de moles on réagit, bah, ça fera X mol de Fe réagissent avec 2X mol de H+. D'accord? Donc dans l'état final, le N0Fe, bah, tu vas soustraire les X mol qui ont réagi. Et comme c'est l'état théorique maximal, je mets X max. Et puis pour ce qui est du H+, il me restera N0H+, que j'avais au départ, moins 2X max. Moins 2 fois l'avancement maximal. Fe2+, je vais en produire X max. Et puis H2, X max aussi. Ok, voilà, donc on en est là. On a le tableau d'avancement. Sache que ça s'appelle un tableau d'avancement sous forme, rempli de manière littérale. C'est-à-dire, tu as vu, je n'ai mis aucune valeur. J'ai mis que des lettres pour désigner des quantités de matière initiale et finale. C'est tout. Et puis là, pour les produits, tu as 0, etc. Pourquoi je ne mets pas de valeur? Parce que tout simplement, tous mes calculs, je vais les faire dans la suite. Et que du coup, mon tableau, il est beaucoup plus lisible. Si tu commences à mettre des valeurs ici avec des 10-2, 10-3, des unités et tout, c'est le meilleur moyen de se perdre. Honnêtement, de toute mon expérience, c'est le meilleur moyen de se perdre. Et surtout, si tu as une erreur à un moment donné qui traîne, ce sera très difficile de te relire. Donc si tu fais un tableau littéral, c'est beaucoup plus exploitable. Alors, qu'est-ce qu'on te donne comme information? Bah, souviens-toi qu'on te disait que la masse initiale de fer, c'était 14 grammes. Voilà, 14 grammes de poudre de fer. C'est ce qu'on a versé. Donc M0Fe égale 14 grammes. Du coup, j'ai accès à N0Fe. N0Fe, c'est M0Fe divisé par la masse molaire de Fe, c'est-à-dire 14 grammes, donc je ne change pas l'unité. La masse molaire, tu te souviens, on te l'a donné ici. Donc masse molaire du fer, 55,8 grammes par mol. Donc 55,8. Ok, donc on fait le calcul. Alors tu as deux chiffres significatifs pour la masse du fer. Tu as trois chiffres pour la masse molaire, donc tu vas exprimer un résultat avec deux chiffres. Tu prends toujours le plus petit nombre de chiffres significatifs. Alors ça fait quoi? Ça te fait en écriture scientifique 2,5. Pourquoi je suis pas en écriture scientifique là? Hop. Ouais, pense à passer ta calculatrice en mode scientifique, c'est beaucoup plus adapté quand tu fais de la physique-chimie que d'aller soi-même compter le décalage du nombre de la virgule, etc. Donc là, moi, j'affiche sur ma calculette 2,5 fois 10 moins 1. Et puis c'est des moles. Voilà, quantité de matière. Ok, 2,5 10 moins 1 mol. Donc tu constates que j'ai donné le résultat avec deux chiffres significatifs. Donc maintenant, je vais m'intéresser à calculer la quantité de matière N0H+. Alors là, souviens-toi, on connaissait le volume versé et la concentration. Donc on va utiliser la formule. Donc ça, c'était pour le faire. Et maintenant pour H+, je sais que N0H+, ça va être égal à la concentration multipliée par le volume. D'accord? Donc la formule, là, tout à l'heure je t'ai mis la formule quantité de matière. Tu dois aussi connaître concentration molaire, c'est quantité de matière divisé par volume. Ce qui équivaut à dire que concentration fois volume, ça te donne une quantité de matière. Ça, c'est très important à connaître, hein. Sans ça, en fait, c'est très difficile de faire les exos. Du coup, la concentration, c'était 2 moles par litre. Le volume, c'était 50 millilitres. Tu as vu? Millilitres. Alors que là, tu as une concentration en moles par litre. Regarde, je te mets les unités. Moles par litre, millilitres. Donc, il y a un problème. Tu ne peux pas parler ici en litres et là en millilitres. Donc là, il faut convertir. Donc, pour convertir, tu mets bien 10 moins 3. Tu vois, c'est super important. Je vais le laisser en rouge. Donc, tu fais le calcul. 2 fois 50, 10 moins 3. Alors, à chaque fois, tu as deux chiffres significatifs. Donc, on va donner un résultat avec deux chiffres significatifs. Ça te fait, on aurait pu faire de tête en fait, 1,0 10 puissance moins 1. C'est des moles.
Ok? Donc voilà, tu as les deux quantités de matière. Maintenant, on va réfléchir à qui est le réactif limitant. Il y a un des réactifs qui va être intégralement consommé dans l'hypothèse d'une réaction totale, et on s'est mis dans l'hypothèse d'une réaction totale dès le départ, hein, je ne l'ai pas dit, mais rien n'est précisé dans l'énoncé, donc on raisonne comme ça, et j'ai mis une flèche simple. Un des deux réactifs va être intégralement consommé, lequel? Il va falloir déterminer lequel va être intégralement consommé. Donc c'est ce qu'on appelle la recherche du réactif limitant. Attends, je vérifie juste un truc. Ouais, c'est bon. Donc on va chercher le réactif limitant. Alors, on va écrire ici que le N0Fe vaut 2,5 10-1 mol. C'était 10-1, oui. Là aussi, ouais. Et puis l'autre, c'est 1 10-1 mol. Voilà. Recherche du réactif limitant. Donc là, je te propose de le faire comme ça le jour de ton contrôle ou sur tes exercices. Présente-le comme je vais te le proposer. Hypothèse numéro 1. Hypothèse 1, Fe est le réactif limitant. Si Fe est le réactif limitant, ça signifie qu'il est intégralement consommé. Fe est entièrement consommé. Et s'il est entièrement consommé, ça signifie que sa quantité finale, la quantité finale de Fe, est égale à 0. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de quantité de matière de Fe. Remets-toi dans le tableau. Tu vois, voilà, je nous remets le tableau sous les yeux. Tu te mets dans la colonne du fer, Fe, et tu vois que sa quantité de matière finale, elle était donnée par cette expression. N0Fe, quantité initiale, moins X max. Donc, si la quantité finale vaut 0, ça veut dire que N0Fe moins X max vaut 0. Ça veut dire que N0Fe et X max sont égaux. Donc le X max, l'avancement maximal, serait égal à N0Fe. C'est-à-dire, on l'a calculé, je te l'ai remis ici, 2,5 10-1 mol. Donc là, on aurait X max qui serait égal à 2,5 10-1 mol. Ça, c'est la valeur que prendrait l'avancement maximal sous l'hypothèse 1. Tu vois, dans le cadre de l'hypothèse 1 où Fe est le réactif limitant. Maintenant, je vais te faire la même chose, hypothèse 2. Cette fois-ci, on va imaginer qu'est-ce qui se passe si H+ est le réactif limitant. Donc, hypothèse 2. Tu vois, deuxième point, hypothèse 2. H+ est le réactif limitant. RL, un réactif limitant. Alors, je vais un peu plus vite. La quantité finale de H+ serait égale à 0. Mais dans ton tableau d'avancement, la quantité finale de H+, je vais dans la colonne de H+, regarde qu'est-ce qu'on avait marqué. On avait dit que c'était quantité initiale moins 2x max. Du coup, N0H+ moins 2x max serait égal à 0. Ce qui te ferait N0H+ égale 2x max. Donc si tu isoles x max, parce qu'en fait, en définitive, je veux savoir à quoi serait égal x max dans cette hypothèse, x max serait égal à N0H+ divisé par quoi? Divisé par 2. Ok. Du coup, N0H+ c'était 1,010-1. Et du coup, quand tu calcules ça, ça te fait 0,5 10-1, donc 5 10-2. Voilà, ça ce serait la valeur du x max dans l'hypothèse 2. Ok? Ouais, j'ai mis l'unité aussi. Donc maintenant, en fait, tu as 2 x max. Regarde, on va prendre un peu de distance là. Tu as 2 x max. Le x max qu'on trouve en faisant l'hypothèse que Fe est le réactif limitant et le x max qu'on trouve en faisant l'hypothèse que H+ est le réactif limitant. Donc, comparant ces deux x max, alors lui on va l'appeler x max 2, lui on va l'appeler x max 1, comme hypothèse 1, hypothèse 2. Bah, tu constates quoi? Tu constates que x max 2 est inférieur à x max 1. Ah oui, parce que 2,5 10-1, c'est la même chose que 25 10-2, tu vois. C'est pareil. Et compare 5 10-2 et 25 10-2, sans difficulté, tu vois bien que 5 est plus petit que 25. Donc x max 2 est plus petit que x max 1. Du coup, j'en conclus que c'est l'hypothèse 2 qui est valide. Et j'en conclus que H+ est le réactif limitant.
Voilà. Et j'en conclus aussi que le Xmax, il vaut 5, 10 moins 2 mol. Donc on va l'écrire là. Xmax, dans cette réaction, il est donc égal à 5,010 moins 2 mol. Ok. Et maintenant, on va faire le bilan de l'état final. Donc dans l'état final, qu'est-ce qu'il te reste pour FE? Ben, il te reste, on fait le calcul, N0 moins Xmax. Alors le N0, je ne sais plus combien c'était. C'était 2,510 moins 1. Et Xmax, 5, 10 moins 2. Donc ça va te faire 0,5, 10 moins 1. Ça va te faire 2,010 moins 1 mol. Voilà, ça c'est ce qu'il te reste de quantité de matière de fer. Tu vois, il n'a pas intégralement réagi, il en reste. Ensuite, H+, ben, on vient de le dire que c'était le réactif limitant, donc il n'y en a plus. Et puis après, pour ce qui est de Fe et H2, leurs quantités de matière sont égales. Tu sais pourquoi? Parce que dans le tableau, là, on avait mis, avec les coefficients stoichiométriques, que Fe2+, ben, j'en produis X max mol, et H2, j'en produis X max mol. Donc, les quantités sont égales. N final c'était Fe2+, pardon. N final Fe2+, égale N final H2, égale X max, égale 5, 10 moins 2. Ok? Voilà. Donc ça conclut, enfin ça répond à une grande partie, voilà, c'est toute la question en fait. En s'aidant du tableau, déterminer l'état final du système. C'est ce qu'on vient de faire. Pour chaque transformation, je l'ai fait pour une, il faut faire pareil pour l'autre. Calculer le volume de gaz susceptible de se former à l'état final après chaque transformation. Donc maintenant en fait, on a la quantité de matière de H2, tu vois, 5, 10 moins 2 mol. Donc à l'état final, mon système est susceptible de produire 5,010 moins 2 mol de dihydrogène. Et là, tu as une formule à connaître, donc je vais la marquer là. Dernière formule, c'est la formule avec le volume molaire. Tu sais, le volume molaire qui est de 24 litres par mol à 25 degrés, pression, température classique, quoi. 24 litres par mol, c'est-à-dire qu'une mol de gaz occupe un volume de 24 litres, quel que soit le gaz. Voilà, c'est un paramètre, ça s'appelle le volume molaire. Si tu regardes les unités, litres par mol, ça t'indique qu'en fait, pour avoir un volume molaire, tu divises des litres, donc un volume, par des mols, donc une quantité de matière. Donc ça donne cette formule Vm égale V sur N. Donc Vm égale V sur N. Ça me permet de dire que si je connais la quantité de matière d'un gaz, et puisque je connais le volume molaire, c'est une donnée, je peux calculer le volume. Donc ça équivaut à dire que le volume, c'est N fois Vm. Donc le volume de dihydrogène que tu vas pouvoir former, à la fin, ça va être égal à sa quantité de matière que tu auras formée fois le volume molaire. Alors le volume molaire, pour te redonner les choses, soit il est donné ici, soit il était écrit, j'ai pris ça dans un bouquin, et il est écrit avant tous les exercices sur on dit on admet que le volume molaire, blablabla, égale 24 litres par mol. Donc on va considérer que c'est une donnée de l'exercice. Vm égale 24 litres par mol. Et puis on fait le calcul avec ça. Donc on fait tout simplement 5, 10 moins 2 multiplié par 24. Ok? Donc tu obtiendras des litres. On fait le calcul. 5, 10 moins 2 fois 24, ça te donne 1,2 litres. Voilà, donc cette réaction est susceptible de dégager 1,2 litres de dihydrogène. Et donc il faudrait faire pareil avec l'équation numéro 2. Donc ça, c'est un exercice vraiment super classique que tu peux avoir dans un contrôle où on va te demander calcul de quantité de matière, on va te demander tableau d'avancement, on va te demander de la demi-équation redox, on va te demander de l'équation redox. Voilà, c'est vraiment un exo, vraiment synthèse, bilan. Alors refais-le, maîtrise-le, essaie de t'entraîner sur ce genre d'exo pour ton contrôle. Et normalement, en faisant ça, tu dois y arriver, ok? Allez, je te laisse là, j'espère que ça t'a plu. Partage cette vidéo autour de toi si tu trouves qu'elle est utile. Et puis d'ici là, travaille bien et à la prochaine. Allez, ciao!